Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble comment mettre en place un petit système de bulles d'information en JavaScript. Alors le principe va être relativement simple, mais on veut, dès que l'on survole sur un élément, avoir une petite bulle qui va afficher le titre. Donc ça va marcher sur les images, sur les liens, mais on va aussi avoir la possibilité d'injecter carrément de l'HTML pour des bulles d'information un petit peu plus complexes. Donc c'est un exemple simple, mais qui va nous permettre de voir ensemble différentes choses et différentes petites astuces en JavaScript. Alors pour suivre cette vidéo dans des bonnes conditions, il est impératif que vous ayez déjà les bases en JavaScript. Donc je vous invite à regarder la formation sur le sujet si ce n'est pas déjà fait. Et on va utiliser la syntaxe qui est appelée ECMAScript 2015. Donc vous pouvez regarder cette petite vidéo pour vous mettre à niveau. C'est tout ce dont vous aurez besoin. Au niveau de l'éditeur que je vais ici utiliser Visual Studio Code, mais vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur. Voilà, vous me demandez souvent quel éditeur j'utilise, maintenant j'essaierai de le dire au début de chaque vidéo. Donc notre idée, c'est tout simplement d'avoir une petite page où on a des liens qui ont un attribut title. Et cet attribut title, on veut l'utiliser pour afficher une petite bulle d'information. Et on mettra en place un exemple un petit peu plus complexe lorsque l'on voudra injecter de l'HTML. C'est le postulat de base. Donc pour faire cet effet-là, on va avoir besoin de créer un nouveau fichier JavaScript. Donc à la racine, au même niveau que mon HTML, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler tooltip.js. Alors à l'intérieur, avant tout de suite de commencer à écrire le code, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire du pseudocode. Globalement, je vais écrire avec des commentaires ce que je souhaite faire. Donc d'abord, on va devoir en fait sélectionner tous les éléments qui ont un title. Donc je vais sélectionner tous les éléments avec un attribut title. Pour chacun de ces éléments, donc on va mettre lorsque l'on survole un de ces éléments, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit créer, donc on crée une bulle avec le bon titre. Ensuite, on doit on place cette bulle au-dessus de l'élément et on anime l'apparition de cette bulle. Ensuite, lorsque l'on quitte le survol de l'élément, mais dans ce cas-là, on anime la disparition de l'élément et ensuite, histoire de garder un code HTML assez propre, on supprime l'élément du DOM. Donc on supprime la tooltip du DOM. J'écris ces commentaires-là pour vous expliquer le cheminement que normalement on fait un petit peu dans sa tête, où on essaie de dérouler l'algorithme. Si vous débutez un petit peu, je vous conseille toujours d'essayer d'écrire les choses. Ça vous permettra ensuite de savoir vers quoi vous allez aller. Donc au niveau du fonctionnement, je m'imagine avoir une classe que je vais appeler tooltip. Et cette classe-là, elle aura une méthode. Alors j'ai choisi de l'appeler bind, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et on lui dira par exemple, je veux que tu sélectionnes tous les éléments qui ont un attribut title. Mais demain, je pourrais lui dire, je veux sélectionner tous les éléments qui ont une classe particulière ou ce que je veux. Donc l'idée, c'est juste d'avoir une classe qui fonctionne de cette manière-là. Voilà, donc maintenant on sait dans quelle direction on va aller. Donc ce JavaScript, je vais tout de suite le charger. Donc au niveau de ma page, juste avant la partie body, je vais charger un script et je vais lui dire de charger le fichier qui va se situer au même niveau et qui va s'appeler tooltip.js. Si je réactualise la page en sortant mon inspecteur de code, donc je peux faire clic droit, inspecter. Si je réactualise, je vais forcément avoir une erreur en console où il me dira que tooltip, il ne le connaît pas. Effectivement, on n'a pas écrit le code. Donc d'abord, on crée notre classe. Donc je crée une classe tooltip et cette classe va avoir pour fonctionner une méthode statique bind. Donc je vais faire un static bind et c'est une méthode qui prendra en paramètre le sélecteur qui sera une chaîne de caractères. Alors si vous travaillez à plusieurs, ou même si demain vous revenez sur votre code, ce qui peut être intéressant, c'est de commenter votre code. Donc avec Visual Studio Code, il me pré-complète un petit peu les choses, c'est l'avantage. Mais ici, je peux lui dire, ça va être une chaîne de caractères, et je vais expliquer ce que ça fait. Donc ça applique le système de bulles d'info sur les éléments. Voilà, donc pensez à documenter, c'est important, et quand vous revenez sur votre code, ça vous permet de comprendre vraiment de quoi il en retourne. Donc je vais ici faire la première ligne. Je dois sélectionner tous les éléments qui ont un attribut title. Donc ici, je peux faire un document.querySelectorAll pour sélectionner tous les éléments qui correspondent à mon sélecteur.
ce sélecteur qui est passé ici en paramètre. Donc pour chacun de ces éléments, je vais appliquer un comportement particulier. Donc pour parcourir ces éléments-là, donc le query selector nous donne quelque chose de type nodeList, et sur nodeList, on a la méthode forEach qui permet de les parcourir. Alors le forEach n'est pas supporté par tous les navigateurs, donc ce que vous pouvez faire, c'est ici mettre en place le polyfill. Donc avant votre code, il faudrait mettre ça, histoire de rendre votre code compatible avec tous les navigateurs. Nous ici, on va tester avec un navigateur moderne, donc on va pas trop s'embêter. On va écrire le code minimum, et après, peut-être on pourra passer notre code à travers différents outils pour le rendre compatible sur des navigateurs un petit peu plus vieux. Mais là, l'idée, c'est de ne pas se prendre la tête et de réfléchir vraiment à la logique. Donc je vais utiliser la méthode forEach, et à l'intérieur de cette méthode forEach, ça prend en paramètre une fonction. Alors si vous voulez l'écrire à l'ancienne, si ça vous aide, ben, ça ressemblera à ça. Mais si vous voulez utiliser la nouvelle syntaxe, vous pouvez mettre directement element, et ensuite ce que vous voulez appeler. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que pour chaque élément, je vais instancier une nouvelle instance de la classe tooltip. Comme ça, en fait, chaque instance représentera un lien sur lequel je devrais appliquer le système de bulles d'info. Donc ici, je fais un new tooltip et je vais lui passer en paramètre l'élément. Voilà. Donc ça veut dire que je dois changer le constructeur de cette classe-là. Donc je vais lui dire la méthode constructeur, prendre en paramètre un élément. Je documente ça tout de suite. Alors pas forcément besoin de l'expliquer, hein, mais par contre je précise ici que j'ai quelque chose de type HTML element, histoire qu'il sache de quoi il en retourne. Tout de suite, pour y penser, je vais avoir besoin de cet élément dans différentes méthodes de cette classe-là. Donc je l'initialise en faisant this.element égale element. Oups là. Voilà. Donc j'ai fait cette ligne-là. Je dois maintenant gérer lorsque l'on survole un de ces éléments. D'ailleurs, j'ai oublié le S. Donc là, c'est lorsque je survole cet élément-là. Donc pour cela, je peux utiliser la méthode addEventListener. Donc je vais prendre l'événement et je vais lui dire lorsque l'on survole, donc c'est mouseOver, je veux que tu lances cette fonction-là. Cette fonction-là, elle va devoir créer une bulle et faire toute une logique. Plutôt que de le mettre directement là, le code, je vais le séparer dans une autre méthode. C'est tout simplement pour avoir une meilleure organisation quand on reviendra sur notre code. Cette méthode étant maintenant créée, ici, je peux lui dire, je veux que tu appelles la méthode mouseOver. Alors, un petit détail, c'est que si vous faites ça, à l'intérieur de cette méthode-là, this ne fera pas référence à votre tooltip. Si vous voulez tester les choses, ce que vous pouvez faire, c'est écrire le mot-clé debugger. Si vous ne l'avez jamais utilisé, c'est quelque chose qui est super pratique. Vous mettez juste debugger, vous allez sur votre navigateur, vous sortez votre inspecteur de code et vous actualisez la page. Dès que je vais passer sur un élément, vous voyez que ça me sélectionne un petit bout de texte ici en jaune. Et en fait, debugger dit arrête le navigateur à cette ligne-là et montre-moi un petit peu l'état des variables. Donc je vois à gauche, bon, le debugger, ça c'est pas très intéressant. À droite, c'est un petit peu plus intéressant. Vous avez le scope, ce qui vous montre en fait les variables locales, donc toutes les variables qui sont accessibles dans cette fonction-là. Vous avez les variables de bloc, donc c'est les variables qui sont un niveau au-dessus, et vous avez aussi les variables globales. Donc tout ça, c'est intéressant. Je vais réactualiser parce que ça affichait plein d'erreurs à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la partie console ici, vous pouvez taper du code et tester un petit peu les différentes choses. Et vous voyez notamment ici que this fait référence en fait à l'élément sur lequel on a mis l'événement, plutôt que ma classe. Donc c'est pas bon. Si vous voulez remédier au problème, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous créez une fausse méthode comme ceci. Moi je trouve ça pas très lisible. Ou vous faites un this.mouseOver et vous lui dites je veux que tu bind this. Ça veut dire que dans cette méthode-là, this fera référence à cette classe-là. Si je réactualise la page et que je regarde this, sauf qu'évidemment, hop, il faut que d'abord je survole, et là j'obtiens bien tooltip. Donc si je veux l'élément, je pourrais faire this.element. Et j'ai accès en fait à toutes les propriétés qui seront dans la classe, ce qui est plus pratique pour travailler. Donc mon idée, c'est de créer une bulle avec le bon titre. Donc ça veut dire que j'ai besoin de récupérer le titre de l'élément. Alors je pourrais être tenté de le récupérer ici. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est que le titre ne va pas changer au fur et à mesure du temps. Donc autant récupérer le titre dès la construction. Donc je vais mettre ici this.title égale element.getAttribute et je récupère le titre. Voilà, comme ça, je le fais dès le début et après, je n'ai plus qu'à utiliser cet attribut-là. Donc je crée la bulle.
Donc pour cela, je vais devoir créer un nouvel élément. Donc je fais un document.createElement et je vais créer une nouvelle div. Cette div, je vais la sauvegarder dans une variable que je vais appeler tooltip. Ensuite, je vais insérer le texte. Donc je fais tooltip.innerHTML. Je pourrais faire innerText, mais demain on va vouloir rajouter de l'HTML, donc on utilisera plutôt innerHTML. Et je lui passe en paramètre le titre. Donc ça sera this.title. Maintenant, j'ai créé la bulle. Je vais l'ajouter à mon body. Donc je vais prendre mon body et je vais lui dire de rajouter l'enfant et je lui rajoute la tooltip. Voilà. Donc maintenant, dès que l'on passe sur cet élément-là, je rajoute la tooltip. Si je réactualise la page, je passe ici et je vois bien que j'ai mon titre de test. Alors tout de suite, on voit qu'il y a un comportement qui est gênant, c'est qu'à chaque fois que je passe dessus, on a cette tooltip qui se duplique. Ce que l'on peut faire, c'est lui dire ici, lorsque tu passes dessus, cette tooltip, tu vas la sauvegarder au niveau de l'instance. Donc tu vas faire this tooltip égale tooltip. Histoire d'avoir une valeur par défaut, ici, je vais mettre this.tooltip égale nul par défaut. Ça me permet d'éviter de me retrouver avec des variables qui ne seraient pas définies. Maintenant, je vais gérer le cas où on quitte le survol. Donc, je duplique cette ligne-là et l'événement, c'est mouse out, lorsque l'on quitte l'élément. Je vais un peu prendre le même comportement. Je vais créer une méthode qui va s'appeler mouse out. Je lui bind this, histoire qu'il ait le bon comportement. Et ici, j'ai simplement à lui dire, bon, ben, si this.tooltip est différent de nul, ben, dans ce cas-là, il faut que tu supprimes l'élément. Donc, pour supprimer l'élément, tu fais un document.body.removeChild et je veux que tu supprimes this.tooltip. Maintenant, si je réactualise ma page, dès que je passe, je vois que j'ai mon élément. Dès que je quitte, mon élément disparaît. Donc là, on a vraiment le système de base. On vient de créer notre petite bulle, mais on doit la placer correctement. Et de la même manière, on doit la styliser un petit peu plus convenablement. Donc là, on va utiliser du CSS. Donc au niveau de mon index.html, je vais créer un nouvel élément link et je vais pointer vers un fichier qui va s'appeler tooltip.css. Je vais créer ce nouveau fichier. Donc je vais créer un nouveau fichier ici que je vais appeler tooltip.css et à l'intérieur, je vais pouvoir styliser mon élément. Donc pour le styliser plus convenablement, il va falloir lui attribuer une classe. Donc sur ce tooltip-là, je peux faire tooltip.classList et je vais lui rajouter la classe tooltip. Alors au début, j'avais été tenté de rajouter cette classe-là, mais si vous utilisez Twitter Bootstrap, le problème c'est que tooltip est déjà utilisé. Ce qui fait que si vous passez sur un élément, alors je vais temporairement supprimer ça, parce que sinon, dès que je vais quitter le survol, il va faire disparaître l'élément. Mais vous voyez que l'élément n'apparaît pas, même s'il est bien dans le DOM. Parce que par défaut, en fait, on a des styles qui sont appliqués sur Tooltip par Twitter Bootstrap. Donc pour éviter les conflits, je vais lui donner une classe un petit peu différente. Et on va l'appeler Tipeee. C'est comme des petites astuces, mais en anglais. Bon, peu importe. Vous pouvez mettre le nom de classe que vous voulez. Donc maintenant, je peux styliser ça. Donc au niveau de mon CSS, je vais d'abord faire un petit peu de cosmétique. On va mettre un background color. On mettra du 222, c'est un gris très très foncé. On mettra un petit peu de padding pour espacer les choses. Alors, padding, on mettra du 3 pixels en haut et en bas et du 10 pixels sur les côtés. On va légèrement changer la taille de la police et on mettra du 0,815 EM. Alors je mets ça en EM parce que ça permet de préciser la taille de la police relativement à la taille du parent. Donc par rapport au body, ça veut dire que la taille de la police sera 81%. Ça sera à 81% de la taille de la police standard. Voilà, ça permet de s'adapter à beaucoup plus de cas. Je change la couleur et je vais mettre du blanc. Donc là, on fait juste le cosmétique. Si je reviens sur ma page, ça donne un truc comme ça. Maintenant, il faut gérer le placement. Donc je vais préciser que cet élément sera en position absolue et sera en haut et à gauche. Si je reviens au niveau de ma page, hop, ça apparaît correctement. Peut-être même rajouter un petit border radius. Donc on va mettre un petit border radius de 3 pixels. Le souci, c'est que nous, notre élément, on veut le placer au-dessus de cette petite image-là. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est changer la valeur de top et de left pour placer notre élément convenablement. Donc on va d'abord gérer juste la position à gauche. Donc la position à gauche, ça va être la moitié de la taille de cet élément-là, moins la moitié de la taille de la bulle. Donc j'ai besoin de ces deux valeurs-là.
Donc au niveau de mon tooltip.js, je vais faire des petits calculs. Et pour l'instant, je laisse cette partie commentée, ça me permet de tester plus simplement les choses. Et même si vous voulez éviter que ça se duplique à chaque fois, donc éviter qu'il y ait plein d'éléments, ce que vous pouvez faire, c'est mettre une petite condition ici. Du coup, ça peut être intéressant de séparer la logique de création de la tooltip dans une méthode. Donc je vais ici créer une nouvelle méthode qui va s'appeler create tooltip. Cette méthode va faire exactement tout ce code-là. Hop. Et à la fin, ça retournera la tooltip. Ce qui fait que j'ai besoin de changer les commentaires. Donc je vais mettre un returns. Et ça retournera quelque chose de type HTML element. Et on va dire crée et injecte la bulle d'info dans l'HTML. Donc ça crée un tooltip, ça lui rajoute les bonnes classes, ça rajoute l'élément et ça le sauvegarde ici. Donc l'avantage c'est qu'on peut lui dire si this.tooltip est nul, dans ce cas-là tu dois créer les différentes choses. Dans le cas contraire, il n'y a rien besoin de faire, tu peux simplement retourner directement this.tooltip. Voilà, on optimise un petit peu le code. Ce qui fait que lorsque l'on passe ici, je peux faire un let tooltip égale this.createTooltip. Voilà. Si je reviens au niveau de ma page, ça me permettra de n'avoir qu'une bulle d'info. Si je repasse dessus, il détecte qu'elle est déjà définie et du coup il la réutilise. Ce qu'il voudra faire aussi, c'est lorsque l'on quitte le survol, lorsque l'on supprime l'élément, redéfinir cette valeur à nul, histoire de lui dire on a supprimé l'élément, la prochaine fois que l'on survole, il faudra que tu le recrées. C'est beaucoup mieux et beaucoup plus performant. Voilà, donc je recommande ça temporairement. On revient à notre problème qui est maintenant le placement de l'élément. Donc pour placer l'élément, je vais d'abord avoir besoin de la largeur de ma tooltip. Donc pour avoir la largeur, je vais créer une nouvelle variable width et je peux faire un this.tooltip.offsetWidth. De la même manière, pour obtenir la hauteur, je fais un this.tooltip.offset8. Maintenant que j'ai ces deux valeurs-là, il me faut aussi connaître la largeur de cet élément-là. Donc pour obtenir cette largeur-là, je peux faire un this.element.offsetWidth, ce qui me donnera la largeur. Et cette largeur, je devrais la diviser par 2. Donc directement pour placer mon élément, je vais peut-être créer une variable left. Voilà. Ça sera la largeur de mon élément divisé par 2. Et je dois retirer la largeur de ma tooltip, elle aussi divisée par 2. Et en plus, je dois aussi prendre en compte la valeur par rapport à la gauche ici. Donc cette valeur-là, ça sera additionné, ça sera this.element.offsetLeft. Maintenant que j'ai cette valeur-là, je peux l'appliquer à mon élément en faisant tooltip.style et je change la valeur de left. Je mets la valeur qui sera du coup un chiffre et je rajoute l'unité en pixels. Si je réactualise ma page et que je passe sur mon élément, ça n'apparaît clairement pas au bon endroit. Donc il doit y avoir un petit problème. Alors lorsque vous avez un petit problème, premier réflexe que vous devez avoir, utilisez le debugger pour inspecter et comprendre un petit peu de quoi il en retourne. Donc je réactualise, je passe dessus, automatiquement ça se bloque et je peux tester les choses. Donc d'abord, je regarde est-ce que j'ai ma tooltip. Donc si je fais this.tooltip, j'obtiens bien mon élément. Je vais regarder sa largeur. Donc je fais un this.tooltip.offsetWidth. Donc ça me donne une valeur de 115. Je vais continuer l'exécution de mon script et je vais passer sur mon élément ici et je vois que c'est à peu près, donc c'est 114,94, ça me donne 115. Donc la largeur de l'élément est correctement calculée. Donc ensuite, ce que je vais inspecter, c'est la largeur de cet élément-là sur lequel je survole. Donc ça devrait me donner 318. Donc si je fais un this.element.offsetWidth, ça me donne bien 318. Donc ces deux valeurs sont bonnes, c'est bizarre. La dernière valeur qui nous manque, c'est ici le offset length. Donc je fais un this.element.offsetLeft et ça me donne 0. Ah, là il y a un petit problème. En fait, le offset left, si vous regardez au niveau de la documentation, vous cherchez, ici offset left, et que vous lisez, ça vous retourne le nombre de pixels que le coin en haut à gauche a
par rapport à l'offset parent. En fait, le problème, c'est que ça vous donne la position par rapport à un parent qui sera en position relative, pour résumer. Donc nous, on a envie de connaître la position par rapport globalement à notre page. Donc pour cela, on est obligé plutôt d'utiliser le getBoundingClientRect, qui nous donne en fait un rectangle qui permet d'avoir la position de l'élément par rapport au viewport, par rapport à la page complètement. Donc plutôt que d'utiliser ici le offset left, je fais un getBoundingClientRect et je récupère la position à gauche. Si je veux tester ça avant même d'aller plus loin, il me suffit simplement de prendre ce petit bout de code là, et de l'utiliser au niveau de mon inspecteur. Et je vois que j'obtiens la valeur 62,5 qui doit correspondre. Si j'inspecte, hop, je peux regarder dans la partie computed, ça me donne 15 sur les côtés et sur la marge on a 46,5. Donc 15 plus 46,5, ça donne la bonne valeur. Donc je réexécute mon petit code et maintenant lorsque je passe dessus et que j'enlève la partie debugger évidemment, mon élément est correctement placé. Il faut que je fasse la même chose et que je place correctement l'élément par rapport au haut. Donc je vais faire un let top. Le calcul est légèrement plus simple. J'ai besoin de calculer la position de l'élément par rapport au haut. Donc ici, ça sera le même calcul mais avec top. Et ensuite, je dois soustraire la hauteur de mon élément. Donc ici, c'est 8. Ensuite, j'applique ça au niveau de mon CSS. Donc dans la partie top, je vais lui demander de mettre top en pixels. Histoire que ça soit un petit peu plus espacé, je retire 15 pixels aussi. Si je réactualise, hop, mon titre s'affiche correctement. Et je vais pouvoir maintenant gérer le masquage. Donc partout, ça s'affiche correctement. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre en place le petit système d'animation. Mais juste avant, je voudrais faire un petit point sur les performances et vous expliquer pourquoi, si j'écris ça, hop, même si au premier abord, ça fait la même chose, on est d'accord, en termes de performance, c'est complètement différent. Donc si vous voulez tester la performance de votre application, il faut que vous alliez dans l'onglet qui s'appelle sobrement performance et vous cliquez sur enregistrer pour enregistrer l'état. Donc l'idée, c'est que je clique sur enregistrer et ensuite je vais passer ici et quitter le survol. Donc je clique sur enregistrer, je quitte et je stoppe. Donc automatiquement, vous voyez en fait des captures qui sont faites de votre page qui vous permet de voir les changements. Bon, ça, c'est pas super important. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez en dessous l'aspect performance. Alors vous voyez que des petites barres, il faut zoomer. Alors vous pouvez zoomer avec la molette. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. C'est la partie initiale où on commence en fait à déclencher le survol sur l'élément. À l'intérieur, en fait, on a des petites barres qui représentent ce qui s'est passé en JavaScript ou côté navigateur. Donc, si je clique ici, on me dit, il y a un événement, on me dit qu'est-ce qui est lancé dans cet événement-là, qu'est-ce qui a pris du temps, et on vous dit quel script aussi a été utilisé. Alors, je ne sais plus exactement où on le trouve, mais vous pouvez retrouver le script qui a été exécuté. Donc, on voit ici que c'est dans le tooltip.js à la ligne 21. Et là, ce qu'il faut surveiller, en fait, c'est par exemple les choses de recalcul du style. On voit qu'on a 2 fois du recalcul du style, 2 fois la partie layout, et que ça prend un petit peu de temps. Donc le recalcul du style va se faire en fait lorsque vous changez les propriétés. Le problème si vous écrivez les choses comme ça, c'est que là vous créez un nouvel élément. Ensuite vous lui demandez de récupérer l'offset width. Donc pour récupérer l'offset width, le navigateur a besoin de rendre l'élément pour vous donner la largeur. Donc il y a un rendu, un recalcul et un rendu. Ensuite il arrive là, il dit il n'y a pas de re-rendu à faire parce que je l'ai déjà fait. Mais par contre lorsqu'il arrive ici, il se dit j'obtiens ces valeurs-là sans avoir besoin de recalculer les choses et je change la valeur de left. Au moment où j'arrive ici, il dit la valeur de left a changé, donc je dois recalculer les changements. Si on met ça dans l'autre sens, comme ceci, et si je réactualise ma page, donc je vais supprimer ce truc-là, voilà, je réactualise, je reclique sur enregistrer, je passe dessus et je quitte, voilà, donc j'ai toujours cette partie-là. Et vous voyez qu'il y a quand même un petit changement ici. Dans mon événement, je n'ai pas 2 fois du recalcul et du relayout. Il y a cette opération qu'une seule fois. Parce qu'on a toutes les opérations de récupération qui se font en amont et toutes les opérations de changement qui se font ensuite. Donc pensez à bien organiser votre code. Au-delà d'un point de vue logique, ça a un impact sur les performances. Évitez au maximum de mélanger les choses. Si vous avez besoin de récupérer des propriétés comme des largeurs, des positions en top ou ce genre de choses, faites-le en amont. Et ensuite, faites tous les changements à la fin.
Voilà, c'était une petite précision, mais c'était important de le stipuler. Si vous avez des problèmes de performance, si vous voulez tester les performances, vous pouvez sortir ce code-là et cliquer sur chaque élément et on vous explique ce qui a créé ce problème-là. Donc par exemple, le recalcul du style, c'est fait pour la ligne 23. Donc c'est lorsqu'on a récupéré cette propriété-là. Et le second recalcul du style se fait à la ligne 27, c'est lorsqu'il a fini d'exécuter tout ça. Et pour le coup, on voit que ça se fait en dehors de notre gestion des événements, parce que c'est le navigateur qui a détecté qu'à la fin de cet événement-là, il doit recalculer un petit peu tout. Donc maintenant que ça c'est correctement fait, on va aussi voir un petit détail, où je vais dupliquer en fait cette carte un certain nombre de fois. Pom, pom, pom. Voilà, je réactualise. Et si je scrolle et que je passe dessus, je vois que ma tooltip se met bizarrement, en fait, elle ne se place pas correctement. En fait, on n'a pas prévu le cas où la fenêtre a un petit peu scrollé. Donc il faut rajouter la position du scroll au niveau de la position en top. Parce que si on a scrollé pile poil à cet endroit-là, la position en top de mon élément va être 0. Donc il faut prendre en compte cet offset-là. Donc au niveau du top ici, je rajoute le document.documentElement .scrollTop. Et je fais la même chose pour le left. Bon, en général, on a moins de scroll sur la côté gauche, mais ça peut arriver. Si maintenant je réactualise la page et que je passe ici, je vois que la position se fait correctement. Impeccable. Donc la partie animation. Pour la partie animation, on pourrait être tenté de le faire en JavaScript, mais autant ne pas se prendre la tête et autant utiliser le CSS. Donc pour gérer l'animation, on va activer une classe qui permettra de rendre la tooltip visible. Donc temporairement, je vais cacher ça. Et je vais lui dire, lorsque tu as fini de faire les choses, je veux que dans le tooltip, tu rajoutes la classe. Donc tu fais class list et je veux que tu rajoutes la classe visible. En CSS, je vais lui dire que par défaut, l'opacité de notre tooltip sera 0. Et je vais lui dire, lorsque mon Tipeee a une classe visible, je veux que l'opacité passe à 1. Pour avoir un effet d'animation, je peux rajouter une transition sur l'opacité de 1 seconde. Alors je vais choisir une valeur assez importante pour bien voir l'animation. Après évidemment, on la changera. Si je réactualise, je vois que j'ai bien cette animation. Un petit détail en relation avec ce que je viens de vous dire concernant les repaint. Si vous mettez cette ligne tout en haut, juste après avoir créé l'élément, et que vous réactualisez, vous voyez que vous n'avez pas cet effet d'animation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va mettre la classe directement sur l'élément. Lorsque vous créez le tooltip, il crée l'élément, voilà, il va créer les différentes classes. Pour l'instant, le navigateur ne repaint pas. Il ne va repaint qu'à cet endroit-là. Il va recalculer que à ce moment-là. Ce qui fait qu'il va directement mettre à la fois la classe Tipeee et la classe visible. Du coup, il n'y aura pas d'effet de transition. Si vous mettez l'ajout de la classe à la fin, il va recalculer les styles ici. Donc il va déjà appliquer la classe Tipeee, mettre le padding et tout ça. Ensuite, il va changer des valeurs et recalculer une seconde fois à cet endroit-là. Et ça permet du coup de déclencher la transition. Si vous voulez aussi avoir un petit effet un petit peu plus funky, vous pouvez rajouter des transformations CSS. Donc là, il y a plein d'idées. Bon, le plus sobre, c'est de mettre un translate Y de quelques pixels, donc 10 pixels par exemple, et de lui dire ici, lorsque l'élément devient visible, je veux un translate Y à 0. Et je rajoute les transformations au niveau des animations. Et je vais raccourcir un peu. Moi, j'aime bien toujours en général mettre 0,3 secondes. C'est un bon timing, c'est ni trop long ni trop court. Et là, hop, vous avez ce petit effet-là. De la même manière, un autre effet un petit peu plus sympa, c'est le rotate. Si vous mettez un rotate sur... c'est l'axe X, je crois. Vous allez lui dire, tu le replies à 90 degrés vers l'arrière. Lorsque vous passez, vous avez cet effet-là. Et pour donner un effet encore plus sympa, vous pouvez changer l'origine et lui dire que le transform origin se situe en bas de l'élément. Donc vous mettez 50% et 100%. Et dans les tests que j'avais fait, il y a aussi un autre truc qui en rajoute encore un petit peu plus. Vous rajoutez un border radius et vous lui dites, je veux aussi que tu animes le border radius. À la fin de l'animation, tu mettras un border radius de 3 pixels. Mais au début, tu mettras 100 pixels en haut à gauche, 100 pixels en haut à droite et 3 pixels sur les côtés bas et gauche. Ça donne en fait un effet d'apparition un petit peu comme ça.
Bon, à vous de voir, vous pouvez faire un peu n'importe quoi à ce niveau-là. Je vous laisse après innover et trouver des trucs sympas. Petit détail par contre, c'est que lorsque l'on quitte l'élément, ben, on veut que la petite boîte se cache et on veut qu'elle disparaisse au niveau du DOM. Donc si on supprime simplement l'élément, on ne peut pas mettre en place d'animation. Donc nous ici, on va lui dire simplement, je veux que tu prennes la tooltip et que tu supprimes la classe visible. En supprimant cette classe-là, tu vas changer l'effet d'animation. Hop. Dès que je quitte, j'ai l'animation de masquage. Par contre, il faut détecter lorsque l'animation a fini, et lorsque l'animation a fini, il faut supprimer l'élément. Donc pour cela, on peut écouter un événement. Donc c'est l'événement transition end. Donc lorsque la transition a fini, je veux que tu appelles une fonction. Je peux la mettre directement ici. Et cette fonction, elle utilisera le visTooltip annule et elle supprimera complètement l'élément en utilisant la méthode document.body.removeChild et on supprime visTooltip. Alors je peux utiliser vis ici parce que j'ai utilisé la fonction fléchée. Dans les fonctions fléchées, c'est pas comme une fonction classique. Vis fait bien référence au même élément que dans le parent. Si vous utilisez fonction comme ceci, dans ce cas-là, il faudra faire comme on l'a fait un petit peu ailleurs, binder vis. C'est pour économiser un petit peu ces lignes-là que la fonction fléchée peut être plus utile parfois. Si je réactualise la page, je vais sortir mon inspecteur pour voir si mon élément est bien nettoyé. Je passe dessus, je quitte le survol et mon élément disparaît. Alors vous pourriez avoir des petits problèmes avec le transition end si vous cherchez au niveau de la documentation. Donc il ne faut vraiment pas hésiter, hein, c'est une mine d'or d'informations. Transition end n'est pas supporté par tous les navigateurs et certains navigateurs utilisent des préfixes. Du coup, faites bien attention à ça et si vous voulez supporter de plus vieux navigateurs, il faudra utiliser d'autres événements. Et ce sont notamment des événements préfixés, WebKit Transition End, O Transition End, ce genre de choses. Donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'utiliser un framework pour automatiquement préfixer ces événements et rajouter les préfixes s'il y a besoin. Nous, on reste encore une fois sur la logique simple. Si après vous voulez améliorer le code, ben, vous pouvez évidemment le faire. Mais là, on voit qu'on a correctement cet effet d'apparition et de disparition. Alors, on veut peut-être rajouter une petite flèche qui pointe vers l'élément. Pour rajouter cette petite flèche, on peut le faire entièrement en CSS. On peut utiliser les pseudo-éléments. Donc, je vais lui dire que tu vas créer un pseudo-élément après la tooltip. Tu vas mettre pas de contenu du tout, une position en absolute. Je vais le mettre à 100% par rapport au top de ma bulle d'info, à gauche à 50%, et cette petite flèche, elle mesurera 6 pixels. Donc pour avoir une petite flèche entièrement en CSS, vous mettez une bordure à gauche de 6 pixels, vous la mettez transparente, vous mettez la même chose à droite, et par contre vous mettez une bordure en haut avec la même couleur de fond que notre petite bulle. Donc c'est du 2 de 2. Et automatiquement, vous allez obtenir ce petit triangle. Et ce petit triangle, on va le déplacer un petit peu à gauche de moins 6 pixels, de la largeur en fait. Et attention, mettez le bon nom de classe, sinon vous n'allez pas aller loin. Si je réactualise la page, je vois que j'ai ce petit triangle qui s'affiche, voilà, qui est un petit peu plus sympa. Alors, dernier petit détail, je vais supprimer toutes les cartes que l'on a créées. Qu'est-ce qui se passe si je veux améliorer mon système? Je veux maintenant, comme je l'ai montré dans l'exemple, avoir de l'HTML. Ce que l'on pourrait s'imaginer, c'est avoir une div qui serait cachée. Donc on mettrait un display de .none qui aurait un ID. Donc on l'appellerait tooltip-content, peu importe. Et dedans, on aurait du code HTML. On va mettre plutôt un h5, titre de test, du code HTML. Voilà, donc on met peut-être un petit paragraphe avec de l'HTML. Et même une petite image. Allez, hop, on va mettre une petite image dans un paragraphe aussi. Et cette image, pour forcer les choses, on va mettre une largeur de 100%. Donc on va mettre style égale width de 100% et une hauteur automatique. Pour vous montrer qu'on peut vraiment mettre n'importe quoi dans nos bulles d'infos. Dans cette bulle ici, par exemple le go somewhere, je vais rajouter un attribut data-tooltip. Et je vais lui dire, il faut que tu cibles l'élément qui a l'ID tooltip-content. Voilà comment je m'imagine que ça va fonctionner. Donc il me faut maintenant gérer ce cas-là.
Donc dans mon tooltip.js, ce qu'il va me falloir changer, c'est cet endroit-là, au moment où je récupère le titre. Donc je vais mettre une petite condition en lui disant, si mon élément a un attribut data tooltip, dans ce cas-là, le titre sera différent. Dans le cas contraire, je utiliserai directement l'attribut title. Ici, j'ai simplement à faire this.title égale, je dois récupérer l'élément qui correspond au sélecteur qui a été placé dans cet attribut-là. Alors pour éviter de le récupérer plusieurs fois, je vais mettre tooltip target égale ce truc-là. Ça me permet d'éviter de me répéter et d'éviter de répéter le sélecteur. Du coup, je peux faire un document.querySelector. J'utilise le sélecteur qui est dans cette variable tooltip target et je récupère son inner HTML. Et rien qu'en faisant ça maintenant, lorsque je passe sur le Go Anywhere, je vois que j'ai une grosse bulle d'information. Bon, j'ai quelques petites erreurs avec le code HTML. Donc ce petit problème est lié au fait qu'ici, ThisTooltip, il ne le connaît pas ou ce n'est pas quelque chose de type Node. Donc vous pouvez peut-être remédier à ce problème-là en rajoutant une condition ici, en mettant if this.tooltip est différent de nul. Dans ce cas-là, je veux que tu appliques ça. Ça me permet de remédier à ce petit problème-là. Bon, par contre, on voit que ça fait n'importe quoi. La tooltip est beaucoup trop grande. Donc dans notre CSS, on peut rajouter un max width et on va forcer la largeur au maximum à être de 400 pixels, histoire d'éviter de se retrouver avec des tooltips absolument monstrueuses. Et là, on a bien notre effet d'apparition. Peut-être une petite chose, rajouter un overflow hidden à cet endroit-là. Donc overflow hidden pour masquer les choses qui seraient en dehors de la box. Et si vous mettez des images au niveau de votre tooltip, par défaut, elles ne seraient pas préchargées. Mettez à tout prix une largeur et une hauteur. Ça permet en fait au navigateur de savoir l'espace qu'il doit allouer à cette image-là et d'éviter d'avoir des problèmes de calcul ensuite au moment d'afficher la tooltip. Voilà. Et là, on a notre petite tooltip qui s'affiche correctement. On pourrait peut-être à la limite lui rajouter une petite condition. Alors déjà l'overflow hidden, on va l'enlever parce que en y réfléchissant, ça pose un problème avec la petite flèche qui se situe en dehors de l'élément. Et au niveau de notre JS, lui dire si le left est inférieur à 20 par exemple, dans ce cas-là, left sera égal à 20. Ça permettra d'éviter que l'élément se retrouve en dehors de notre navigateur. Voilà, il se situera au moins dans l'espace du navigateur. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Vous pourriez changer la position en fait de la petite flèche en utilisant aussi du JavaScript plutôt que d'utiliser du CSS. Moi, j'ai choisi ici de pas trop me compliquer la vie. Ça correspond à mon cas d'utilisation, mais vous pouvez après librement adapter et améliorer ce code-là. Donc ce code, comme je l'ai dit, on ne s'est pas du tout embêté à savoir si ça allait fonctionner sur des plus vieux navigateurs. Si vous voulez l'adapter, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des outils avancés tels que Webpack, Gulp ou autres. Garder cette classe telle qu'elle et ensuite l'exporter en faisant un export default. Et comme ça, vous pouvez l'utiliser avec des outils avancés. Si vous voulez l'utiliser tout de suite et importer ce code-là, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des outils en ligne tels que Babel ou autre qui va convertir votre code en ES5 compatible avec de plus vieux navigateurs. Donc vous cherchez Babel ES5. Hop. Et vous avez ici le try it out qui vous permet de copier du code et automatiquement il va vous le convertir pour les vieux navigateurs. Donc vous voyez qu'il vous crée une variable tooltip plutôt que de créer une classe. C'est une fonction et dans cette fonction ensuite il met les différentes méthodes. Voilà, bon, c'est très chiant d'écrire du JavaScript à l'ancienne, donc c'est vrai qu'on a tendance à préférer ça et utiliser des outils tiers pour le convertir. Donc n'hésitez pas à regarder la formation Webpack si ça vous intéresse, ou à utiliser cet outil-là si vous voulez directement utiliser cette classe au niveau de vos outils. Donc vous avez simplement à copier ce code-là, le mettre dans votre page, et maintenant vous pouvez utiliser la méthode tooltip.bind, ce que vous voulez faire. Et vous pouvez changer même le sélecteur à cet endroit-là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de découvrir plein de petits trucs et astuces. Notamment, ce qu'il faut retenir, c'est ne pas hésiter à utiliser l'inspecteur de code. C'est un outil qui est super puissant. Donc, vous pouvez débugger votre code en mettant des points d'arrêt. Vous pouvez utiliser l'onglet performance pour voir un petit peu si vous avez des recalculs de style qui se font de manière inutile. Il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser les outils qui sont mis à votre disposition. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. Ciao!